Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est une exploratrice de l'histoire et de l'archéologie qui culmine à 900 000 abonnés sur YouTube. Charlie Danger, aka Les Revues du Monde, est notre influenceuse à suivre. Aujourd'hui, Gaëlle Musquet a une idée derrière la tech et tu vas nous montrer, Gaëlle, qu'en matière de cybersécurité, les voitures sont aussi des proies faciles. Tout à fait, on a un nombre de morts qui a chuté depuis 1972 grâce à la sécurité routière. Nos voitures ont été depuis fortement informatisées, mais il ne faudrait pas que cette informatisation devienne du coup aujourd'hui de nouvelles vulnérabilités qui entachent la sécurité routière. Et on y revient avec toi bien évidemment parce que c'est parti pour le campus cyber. La nouvelle vitrine de la cybersécurité à la française vient d'ouvrir à La Défense, aux portes de Paris. Entre menaces et professions d'avenir, on fait le point sur cet univers où les pirates ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Pour en parler justement en plateau, Yann Bonnet. Yann, vous êtes le directeur général de Campus Cyber. Bonjour à vous. Bonjour. Et Mathis Hamel. Mathis, vous êtes un expert de la cybersécurité et à 25 ans seulement déjà, parrain de Guardia Cyber Security School. Bonjour à vous. Bonjour. Mais d'abord, focus. Charlie Danger, c'est un nom prédestiné pour faire vivre sa passion pour l'archéologie. Première vulgarisatrice histoire sur YouTube, elle emmène ses abonnés dans les coulisses des pyramides de Gizeh ou encore revisite la vie de l'impératrice Sissi façon Instagram Girl. Édouard Denuot vous en dit plus sur les Revues du Monde. On la surnomme la Lara Croft des youtubeuses. Charlie Danger est une vidéaste née en 1996 et une enfant de la génération YouTube. Passionnée par l'histoire ancienne et l'archéologie depuis son plus jeune âge, la jeune femme se lance naturellement dans des études d'histoire de l'art et d'archéologie, sans toutefois les terminer. En 2014, elle lance sa chaîne YouTube sous le nom Les Revues du Monde, dédiée aux anciennes civilisations et à l'histoire. Dans ses vidéos, qu'elle écrit, réalise et présente elle-même, Charlie vulgarise l'histoire en racontant des anecdotes et en partageant ses dernières découvertes. Elle n'hésite pas à y ajouter de l'humour et des références à la pop culture comme Indiana Jones pour se rendre accessible du plus grand nombre. Les bâtiments blancs et statues dont nous avons l'habitude parce qu'ils sont exposés comme ça dans les musées, eh ben c'est pas du tout leur couleur d'origine. Et c'est justement la question que se sont posées les scientifiques du coup. À quoi ressemblait réellement la couleur qui ornait autrefois l'art gréco-romain? Ils ont donc fait énormément d'expériences diverses pour le comprendre et leur recherche a donné ça. Je plaisante pas, les statues selon les chercheurs, ça ressemblait en réalité à ça. Est-ce que ça vous choque? Parce que lorsque le résultat est sorti, il y a énormément de gens qui se sont offusqués en qualifiant l'art antique de dégueulasse. Selon elle, l'histoire ancienne est quelque chose de sexy et il faut la vulgariser, en parler et la rendre attractive. Progressivement, elle élargit son spectre de vidéos et désormais, elle raconte également des anecdotes de l'histoire plus récente, toujours dans le même ton et autour du même format d'une quinzaine de minutes. Complètement fasciné par l'histoire, Charlie Danger réussit à partager sa passion à ses plus de 900 000 abonnés sur YouTube. Charlie a d'ores et déjà réussi son pari de rendre l'archéologie fun et sexy. Et aujourd'hui, sa chaîne est la deuxième chaîne d'histoire la plus suivie en France sur YouTube, derrière celle de Nota Bene. Et retour en plateau pour l'école du futur, on est toujours avec Yann Bonnet et Mathis Hamel. Mathis, rendre sa passion, vous c'est la cyber accessible au plus grand nombre, c'est quelque chose qui est forcément très important aujourd'hui pour pouvoir aider justement à faire entrer ces jeunes dans ces histoires et dans ces passions-là. Tout à fait, ouais. La cybersécurité, ça reste une discipline qui est pour l'instant assez peu enseignée en école et tout ça, donc le fait de donner un petit peu ce bonbon en fait à tout le monde, que ce soit des profils des plus jeunes ou des personnes qui sont déjà dans la tech, développeurs par exemple, leur donner un petit peu des points de vue sur ce que c'est la cybersécurité et des choses assez intéressantes. Moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment beaucoup. Et vous communiquez beaucoup cette passion-là, notamment sur Twitter, sur Twitch également, si je ne dis pas de bêtises, vous participez à beaucoup d'émissions sur Twitch. Là aussi, est-ce qu'il faut adapter son discours quand on parle de cyber aux plus jeunes ?
Oui, alors déjà, quand on parle aux plus jeunes, il y a un point qui est très très important, c'est l'utilisation en fait des compétences qu'on a. Parce que finalement, la cybersécurité, les compétences, ça peut vraiment être une arme, quoi. On peut s'en servir un petit peu n'importe comment. Donc il faut aussi faire pas mal de pédagogie sur la responsabilité et le fait que ces talents-là qu'on apprend, il faut s'en servir, mais à bon escient, parce que sinon, ça peut vite avoir des conséquences assez désastreuses. Et c'est quelque chose qu'il faut expliquer, je pense, très très fort avant même de rentrer dans le technique. Et justement, comment parler de cybersécurité? Comment aller chercher ces futurs talents du secteur? On en parle tout de suite. Des menaces très concrètes qui ciblent les États, les entreprises ou les particuliers, des enjeux de souveraineté numérique et de défense militaire, mais aussi un secteur où la course au talent s'accélère. Quand on parle de cybersécurité, messieurs, on parle de quoi exactement? Yann Bonnet, vous êtes directeur général adjoint du campus cyber qui vient juste d'ouvrir aux portes de Paris. Comment est-ce qu'on explique déjà la cyber de façon simple? Déjà, c'est une histoire de confiance. On a notre société qui est en train de se numériser, qui à la fois, cette transformation numérique, c'est à la fois un remède et un poison pour notre société. On s'éduque via le numérique, on se soigne, on se transporte avec les voitures de plus en plus numérisées. Et puis en même temps, comme toute technologie, ça peut être utilisé à mauvais escient et il peut y avoir des attaques, il peut y avoir des problématiques de manipulation d'informations, d'attaque des réseaux. Et donc effectivement, il y a toute une éducation et c'est hyper important d'avoir les bonnes compétences, de sensibiliser tout le monde sur ce sujet de la cybersécurité. Le mythe du pirate derrière son écran qui est en train de hacker un hôpital ou la sécurité d'un pays ou qui rançonne une entreprise, est-ce qu'il faut en sortir un petit peu, Mathis, quand même? La cyber, c'est pas forcément Mr. Robot. Non, c'est pas forcément Mr. Robot, surtout sur l'aspect plus défensif, où là on va avoir des entreprises, des institutions qui vont chercher à se défendre. Les attaquants, bon, il y a encore un petit peu de ça quand même. Voilà, les sweats à capuche, ça existe encore, effectivement. C'est ça. Je me sens extrêmement menacée d'un coup dans ça. Mais ça reste quand même des groupes qui s'organisent de plus en plus, que ce soit sur le côté offensif ou défensif. Et donc, vraiment, il y a une même professionnalisation des hackers. Gaël, je le dis souvent sur ce plateau dans l'école du futur, tu es notre hacker éthique, notre pirate au grand cœur, certes, mais quand tu expliques la cyber aux étudiants, notamment aux collégiens de 3e qui viennent te suivre dans tes aventures, tu leur dis quoi? Je leur parle de l'oncle de Peter Parker. Oh, wow. Je les plonge dans l'univers Marvel, en fait, pour leur montrer que être hacker, c'est avoir des compétences, comme disait Mathis. Ces compétences-là donnent un pouvoir. Ce pouvoir-là, on va pouvoir l'utiliser pour de la bienveillance ou pour de la malveillance. Et donc, à eux, sur cette ligne de crête, de pouvoir utiliser ce pouvoir correctement. Et donc, mes démonstrations tournent autour des voitures, autour des stations météo, autour de tout ce que je peux avoir comme capteur. Et évidemment, le hobby de radioamateur qui fait découvrir tout un monde, en fait, parce que la cyber, c'est aussi de la radio, puisque tout est connecté, et majoritairement par radio. Et donc, l'idée, c'est aussi d'amener ces enfants sur le fait que la technologie n'est pas génération spontanée, qu'il y a beaucoup de travaux qui ont été menés pour arriver à ce niveau de connectivité, ce niveau de technologie. Et donc à eux d'en faire un bon usage et de rester bienveillants avec leurs petits camarades, avec leurs parents, avec les autres adultes, et d'utiliser ces compétences-là pour les mettre au service de causes nobles, justes, le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles, comme je peux le faire moi de mon côté. Et désormais, ces Avengers de la cybersécurité ont un lieu totem, 26 000 m² pour accueillir quelques 1800 professionnels du secteur. C'est votre nouveau quotidien, Yann Bonnet. C'est le tant attendu Campus Campus Cyber d'ailleurs, qui vient d'ouvrir ses portes à la Défense, le quartier d'affaires de Paris, qui semble avoir un nom prédestiné pour héberger l'écosystème justement de cette cybersécurité. Pourquoi c'était important de regrouper tout le monde dans un lieu unique ? C'est important parce qu'on a besoin de fédérer l'écosystème pour être plus fort ensemble face à ceux qui nous attaquent et profiter en fait de l'excellence française pour faire rayonner en fait nos acteurs économiques au niveau européen et international. Donc effectivement, on a la chance maintenant d'avoir un super lieu avec, on va attirer les meilleurs talents pour mieux protéger notre société avec différents défis. Le premier étant les talents.
vous en parliez tout à l'heure, on a actuellement 15 000 postes qui sont non pourvus. On a en même temps des formations qui ne sont pas complètement remplies. Et donc, on a un problème d'attractivité, probablement, sur lequel il faut qu'on travaille. Vous parliez de l'image du jeune hacker avec la capuche derrière son écran avec les chiffres de matrice. Ça peut être vrai dans certains cas, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a plein d'autres métiers, il y a une diversité de métiers. Il y a plus de 150 métiers qui sont liés à la cyber. Et on a besoin de créer des vocations, notamment des vocations vis-à-vis des talents féminins. On n'a que 11% de jeunes talents, de talents féminins dans les métiers de la cyber. Et donc, on a besoin de créer des vocations en cassant les codes. Et on va essayer de faire ça au campus notamment. Et on peut célébrer notamment Elena Poincet, qui est une des grandes figures féminines de la cybersécurité en France et en Europe. Elena qui a passé 14 ans à la DGSE et qui donc a cofondé Tetris, qui est aujourd'hui un des leaders justement du secteur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au campus cyber, on va aussi regrouper, j'allais dire, toute la sociologie de la cyber. Il y a à la fois de la défense, donc des militaires, mais aussi des experts comme Mathis ou comme Gaël, des grands groupes, des startups. Là aussi, montrer que ce secteur fourmille d'idées, fourmille de métiers et fourmille de sociologie différente, c'est important. C'est essentiel. On a vraiment une approche écosystème. On veut la richesse en fait, de l'écosystème, c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Donc effectivement, dans ce lieu, on y retrouve à la fois des acteurs de la recherche, comme le CNRS, l'INRIA, le CEA, des acteurs de la formation, des écoles publiques comme privées, mais aussi des acteurs business, des petites startups à des très grands groupes, et c'est une des spécificités du campus. On a aussi des non-pure players de la cyber. On a plus de la moitié du CAC 40, donc on va retrouver Renault, des banques, LVMH, L'Oréal, voilà, toutes les industries. Et effectivement, vous l'indiquiez aussi, des acteurs publics comme l'ANSSI, des services de renseignement, voilà, différents ministères. Et c'est en travaillant ensemble, notamment via cette notion de commun de la cyber, sur laquelle on pourra peut-être revenir, qui sont des ressources mutualisées, qui vont permettre en fait, à tous ces acteurs de mieux travailler ensemble sur des briques open source ou sur du partage d'informations. On est vraiment dans un enjeu de défragmenter l'écosystème pour être plus forts ensemble. Et pour défragmenter cet écosystème, il y a aussi des écoles. Mathis, vous êtes notamment le parrain de Guardia Cyber Security School, qui est la première école de cybersécurité accessible post-bac en France. L'école forme des experts de la cybersécurité au travers de bachelor, de master en sciences spécialisées. C'est important de reconnaître ces futurs talents de la cyber par un diplôme effectif ? Oui, alors ça c'est assez évident. Le fait de reconnaître une formation en cyber, le fait d'avoir un diplôme, on va dire que c'est pas forcément un gage de qualité nécessairement, mais c'est l'école qui est derrière, qui délivre ce diplôme-là, qui va avoir aussi des diplômés qui vont avoir des talents qui vont être reconnus, des diplômés qui vont aller travailler dans des grandes entreprises, enfin briller un peu partout dans le monde de la cyber, qui vont faire en sorte que ce diplôme-là, un certain diplôme d'une école donnée, est reconnu et du coup valorise vraiment la formation. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, énormément de talents en cybersécurité. Alors je pense que Gaël, tu es dans le même cas, mais on est autodidacte en fait. Enfin, voilà, on a des formations techniques pour la plupart, mais absolument pas sur les bancs de l'école de cybersécurité du tout. Et donc c'est aussi quelque chose qui manque énormément à l'écosystème de la cybersécurité et ce qui mandate un petit peu la création de nouvelles formations qui sont en train de pousser un petit peu partout, et notamment Guardia qui ouvre en 2022 justement pour aider à combler un petit peu cette pénurie de talents qui est assez énorme. Je crois que Mathis, vous avez hacké mon conducteur parce que c'était la question que j'allais justement poser à Gaël. Tu es un autodidacte en effet de la cyber. Est-ce que c'est important là aussi de pouvoir avoir testé par toi-même des failles de sécurité sur certains systèmes avant? Aujourd'hui, est-ce que du coup cet autodidacte que tu es pour être prof par exemple pour Guardia? Alors, oui, pourquoi pas. Je suis dans une phase, vu mon âge, je suis un peu vétéran maintenant de ces choses-là. Non, ce qui est intéressant, et je le fais d'ailleurs au quotidien, j'essaie de trouver évidemment une articulation entre mon métier au quotidien et cette volonté aussi de ma part de transmettre. Le campus cyber va le permettre, mais des écoles me sollicitent, des chefs d'établissement, des professeurs. Ce qui est intéressant pour moi au campus de l'Espace à Vernon, c'est que je peux recevoir ces jeunes dans des salles de classe et ils sont volontaires. J'en ai accueilli environ au total 28 depuis à peu près une année. Des filles qui s'intéressent aussi à ces métiers et aux différents ressorts que l'on peut avoir. Et c'est important parce que c'est toujours la question qui revient. Alors,
combien vous gagnez, mais ensuite, comment on devient hacker. Et là, le fait d'avoir des formations diplômantes, certifiantes, ça me permettra, dans les jours qui viennent, de pouvoir orienter ces enfants, ces jeunes, vers ces filières-là. Yann, c'est important d'avoir à la fois encore un peu d'autodidaxie sur certaines parties de la cyber, d'avoir aussi des formations qui arrivent et qui vont certifier, labelliser justement ces talents-là. Vous les accueillez toutes et tous au campus cyber ? Oui, complètement. En fait, c'est hyper important d'avoir des super talents que vous représentez là, autodidactes, mais c'est aussi important d'avoir des formations, des reconnaissances de tout niveau. Parce qu'un des préjugés aussi, c'est souvent les métiers de la cyber, c'est réservé à des matheux, à des ingénieurs. En fait, non. Quand on regarde un peu les chiffres, il y a plus de 56% des métiers qui sont plus au niveau des bac plus 3 techniciens. Et donc, un des énormes enjeux, c'est probablement aussi de travailler le discours, notamment au niveau des zones, des réseaux d'éducation prioritaire, pour indiquer que c'est un métier qui est accessible à tous et donc voilà, et qui effectivement paye bien, mais qui a aussi du sens. Et c'est assez noble d'être pompier. Là, on est cyber-pompier. On protège notre nation. Voilà, je pense qu'on est une génération où on cherche de plus en plus de sens dans le travail qu'on fait. Et si on veut que les promesses du numérique, de la transformation numérique se fassent, on a besoin d'acteurs, de vos talents pour venir faire en sorte qu'on ait une société de confiance numérique. Et pour rebondir là-dessus, d'ailleurs, enfin, c'est effectivement pas un truc qui est réservé aux matheux, mais même plutôt à des profils bidouilleurs et bidouilleuses, où vraiment c'est des gens qui aiment faire des choses avec leurs 10 doigts, en fait. En parlant de bidouilleurs et de bidouilleuses et des gens qui ont plein de choses avec leurs 10 doigts, ça vous est arrivé récemment, Mathis, justement, parce qu'à 25 ans, vous êtes fait connaître, notamment sur la scène cyber, en hackant de façon pacifique, je le précise, le pass sanitaire de Jean Castex, du Premier ministre. Plus récemment aussi, vous avez testé les limites de l'algorithme de matching de Elise, cette application dont on parle beaucoup, avec 2 millions d'utilisateurs désormais, pour pouvoir essayer de comprendre quel va être le candidat à suivre quand on veut s'engager dans la vie politique. Tous ces faits d'armes, c'est des choses qui vous permettent de montrer qu'on peut tout faire en matière de cyber. Ouais, mon objectif initial là-dessus, c'est pas nécessairement de montrer des choses, c'est justement plutôt parce que j'ai envie d'explorer ça. Je me dis, je trouve quelque chose d'intéressant, où est-ce que je peux aller là-dessus ? Après, voilà, parfois je trouve des résultats intéressants, comme sur Elise ou sur le pass sanitaire, sur lequel j'ai pas mal bossé sur les derniers mois. Et du coup, ça me permet ensuite de le partager au plus grand nombre en vulgarisant, en simplifiant beaucoup ce que j'ai fait aussi sur mes travaux de vulgarisation. Et ça permet du coup à des gens de se dire, mais finalement la cybersécurité, c'est pas un domaine qui est complètement mystique. J'arrive, je lis ça, j'arrive tout à fait à comprendre ce qui se passe. Même des personnes qui sont pas forcément des développeurs, des développeuses, des personnes juste qui comprennent un petit peu la technique et du coup qui peuvent se dire, la cybersécurité, ça peut être finalement une vocation pour moi ou une passion secondaire, parce que il y a aussi beaucoup de personnes qui n'en font pas leur métier mais qui s'intéressent énormément à ça. C'est important de faire la preuve, par exemple, que la cyber, ça peut être une passion. Ça nous permet aussi, nous, de mettre un petit peu plus les mains dans le cambouis de la cybersécurité. Si je le traduis en termes cyber, vous êtes en white hat, un pirate à chapeau blanc qui hack justement pour le bien. On a aussi les grey hats qui sont un petit peu au milieu, et puis les black hats qui, eux, ne sont pas forcément très recommandables, Gaël. C'est important là aussi de pouvoir diffuser de façon plus pédagogique le vocabulaire de la cybersécurité pour mieux la comprendre. Oui, complètement. On a une espèce d'aura ou de légende urbaine autour du hacker, ce qui attire souvent, parfois, certains jeunes que je peux rencontrer. Leur montrer justement qu'il y a des codes. Alors, ce que je dis souvent, c'est être un hacker, c'est être curieux, c'est douter. C'est une école de l'humilité. On fait la preuve parce qu'on fait. On fait et ensuite on parle. Et cette culture-là, c'est très important de la transmettre et de montrer qu'on a quand même, malgré le fait un peu obscur de notre métier parfois, on a besoin de doctrine, on a besoin de culture aussi. C'est important de travailler l'histoire, c'est important de travailler les langues, c'est important de travailler un certain nombre de sujets ou de matières à l'école qui vont permettre d'appréhender certains phénomènes ou certains événements.
Yann, ça veut dire que la cybersécurité, c'est une pédagogie à 360 degrés? Effectivement, il y a énormément d'enjeux, des enjeux techniques, où effectivement derrière le mot hacker, c'est beaucoup de curiosité en fait. Mais on a aussi des enjeux de communication, anticiper la crise. Et aussi des enjeux géopolitiques. En ce moment, il y a des débats est-ce que pour ou contre le hackback. Donc le hackback étant quand vous faites attaquer, est-ce qu'une entreprise peut répondre à l'attaque en attaquant l'attaquant? Bon, ça peut aller loin et ça peut très vite devenir le Far West. En France, contrairement aux États-Unis, nous, la doctrine, c'est on pense qu'il faut que la violence est légitime, mais uniquement du côté de l'État, avec des systèmes de contrôle. Voilà. Les États-Unis, ils sont plus dans une approche où, tel géant pourrait attaquer, contre-attaquer. Ce qui peut parfois poser des problèmes quand on voit comment ça fonctionne et comment on peut usurper des identités, comment c'est assez facile de faire croire qu'une attaque vient de tel ou tel pays. Voilà, donc il y a des beaux enjeux géopolitiques aussi dans la cyber. La meilleure défense, c'est l'attaque. On revient justement à ces enjeux de la cybersécurité, le secteur, les métiers et surtout de la pédagogie. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Ces vidéos, ces images rassemblées par Cheryl, Jessica, Issenge, on les attend tous les jours, on les regarde ensemble. Land it in this square. I'm not sure how to get it down to the floor. They can press the button and angle down. You gotta make sure you're standing. To the B, it's M to the B, it's M M M M M to the B, it's M to the B, it's M to the B, bang. Attention au deepfake, c'est forcément ce que vont nous dire nos invités, à la fois Mathis Hamel. Mathis, vous êtes le parrain de Guardia Cyber Security School, et Yann Bonnet, directeur général délégué de Campus Cyber. Parce que oui, on parle aujourd'hui de cybersécurité dans l'école du futur. On va continuer évidemment à en parler avec notre hacker préféré, Gaël Musquet, parce que Gaël a une idée derrière la tech, figurez-vous. Et aujourd'hui, cette idée, Gaël, elle vient de la cybersécurité jusque-là, évidemment, mais surtout, tu vas nous apprendre que plus on est connecté, plus on est piratable, et les voitures, la mobilité, évidemment, tombent dans cette catégorie. Tout à fait. Les véhicules qu'on utilise tous les jours ont beaucoup progressé. Depuis 1972,
Je n'étais pas né. On est passé de 18 000 morts par an à 3 000, à moins de 3 000. Donc on a divisé par 6 le nombre de morts. Alors, il y a plein de raisons à ça. On a évidemment fait évoluer la législation, la consommation d'alcool, de drogue, la ceinture de sécurité, les pare-chocs, les airbags, etc. Mais on doit aussi grandement la fiabilité de nos véhicules à l'informatique, aux calculateurs qui permettent aujourd'hui de mieux freiner, de garder un cap, de pouvoir être alerté quand on franchit une ligne. Tout ça a permis, en fait, toute cette informatisation des véhicules a permis de déclencher des explosifs dans la voiture qui vont d'un côté tirer la ceinture de sécurité pour nous plaquer contre le siège et gonfler des ballons. Ça s'appelle des airbags, qui vont permettre d'amortir les chocs dans les voitures. Donc tout ça, c'est extrêmement bien. Et l'image que l'on a tous, ce sont ces crash tests avec l'Institut Euro NCAP qui a défini des labels qui permettent de définir ce que c'est que la sécurité des piétons, la sécurité des enfants à bord, la sécurité des adultes et évidemment la sécurité des organes qui vont aider à la voiture d'évoluer en toute sécurité. Mais des labels, c'est bien quand on peut justement réussir à paramétrer toutes ces innovations dans les voitures. Donc aujourd'hui, elles sont de plus en plus connectées, elles vont même peut-être bientôt être autonomes, quoique. Est-ce qu'il y a un label cyber qui garantit justement le fait qu'il n'y ait pas de faille de sécurité possible dans ces véhicules connectés? Alors, il n'y a pas de label au sens chapeau comme on l'a sur l'Euro NCAP pour l'instant, mais des instituts comme l'Utaxeram, l'IRT Systemix, la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, l'UNES, l'ISO TR 4804, l'ISO SAE 21434, toutes ces normes-là, avec l'Institut Fraunhofer, tous ces organismes se sont réunis, ont réfléchi pour développer des règles, des méthodes, des choses à faire pour que les véhicules en sortie d'usine puissent être sécurisés au niveau cyber. D'ailleurs, cette année, donc 2022, on va avoir 2 obligations dorénavant auprès des constructeurs et des équipementiers, un système de gestion de la cybersécurité et un système de gestion des mises à jour logicielles. Donc on a un certain nombre sur une voiture de maintenance à faire, la vidange, changement du filtre à huile. Aujourd'hui, on va aussi avoir des mises à jour logicielles à préparer sur nos véhicules. Ça permet de classer en fait 4 grandes menaces pour simplifier. Il y a plein de normes compliquées, mais on va classer les menaces en 4 types. Menaces radio. On a de plus en plus de menaces sur nos clés. Nos valves, ça c'est une valve de pneu qui est connectée par radio, une petite pile avec un baromètre, un thermomètre qui permet de mesurer la pression des pneus. Et ces menaces radio elles permettent de voler malheureusement la voiture. Avec ce type d'appareil, on va pouvoir émettre de fausses ondes ou répéter le signal de la clé et se faire voler sa voiture. C'est la première menace. La deuxième menace, elle est électronique. On va pouvoir injecter, une fois qu'on est dans la voiture, des signaux électriques qui vont faire bouger le volant, accélérer ou faire freiner ou déclencher, pire encore, les fameux explosifs dont je parlais tout à l'heure dans la voiture. Donc un airbag ou une ceinture qui se contracte sans qu'on l'ait demandé et qui du coup va gêner le conducteur dans sa conduite. Mettre le son fort, on a vu quelques hacks sur certaines marques de voitures et en plus, ces menaces, on a énormément en fait d'organes qui communiquent dans cette voiture qui vont injecter des failles dans la partie logicielle. Donc là, qui va gérer le divertissement, l'autoradio, mais aussi l'information. À quelle vitesse je roule? Est-ce que mes clignotants sont actifs? Des sons qu'on a l'habitude d'entendre. Évidemment, la menace sur les données. La CNIL, évidemment, veille au grain avec le circuit de la donnée dans la voiture. Il ne faut pas que la RGPD soit réservée uniquement à nos téléphones, nos tablettes et nos ordis. Ça concerne aujourd'hui aussi nos véhicules. Tout peut être données personnelles et données privées. Comment est-ce qu'on se protège concrètement, vous et moi, devant toute cette complexité? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, l'ANSSI, le campus cyber, la CNIL, évidemment, sont au combat au quotidien sur l'émission de règles, des guides d'hygiène numérique. Il va falloir maintenant décliner sur l'hygiène numérique dans les véhicules. Mais c'est important, je le disais tout à l'heure, d'avoir des personnes passionnées. Moi, j'en ai beaucoup plus appris avec d'autres hackers, des petits garagistes. On ne pense pas à eux, mais c'est sur le terrain le premier contact que l'on a avec des experts en fait, automobiles. Très important de travailler avec ces personnes qui font du tuning. On n'a pas forcément une belle image du tuning, comme on n'a pas forcément une belle image du hacking, mais ce sont des passionnés. Et toutes ces personnes, c'est important qu'elles travaillent ensemble. Le campus cyber permettra d'ailleurs de fédérer toutes ces communautés qui ont un intérêt commun. On a des ouvrages comme celui-là, le Car Hacker Handbook de Craig Smith, qui a défini ce que c'est qu'un open garage.
a souvent parlé des garages solidaires pour apprendre à réparer sa voiture. Là, on parlait de mécanique. Dans un open garage, on va apprendre à travailler tous les sujets numériques et cyber, évidemment, les pièces détachées. Ce qui est compliqué avec une voiture, ce qui est compliqué avec les véhicules, c'est contrairement à un niveau aucun. Je ne démérite pas, évidemment, un téléphone, une tablette, un site web, un QR code, c'est facile parce que... Facile. On a juste besoin d'un téléphone ou d'un ordi. Quand on veut hacker une voiture, il faut la voiture. Et donc, on a des enjeux économiques qui sont très importants très vite. Et c'est pour ça que des fondations comme la fondation Linux ont créé le projet Automotive Grade Linux qui permet en fait de fédérer l'écosystème logiciel et d'avoir un certain nombre de règles, de logiciels accessibles pour faire chuter les coûts. Aujourd'hui, le marché de la cyberautomobile, c'est 1,5 milliard de dollars en 2020, 2021. D'ici 2030, on sera à 10 milliards de dollars. Donc, évidemment, sorti de cette chronique, je reviens au tout début, l'enjeu, il est évidemment historique de faire chuter le nombre de morts. Il est évidemment aussi économique. Il ne faudrait pas, évidemment, que la cybersécurité fasse remonter à la hausse les victimes d'accidents de la route. Oui, c'est important. On voit que, encore une fois, cet écosystème de la cyber, il va aussi avoir des points de friction avec d'autres, celui de la mobilité. On vient de le voir avec toi, Gaël. Mais c'est aussi très important à un moment donné où on a une véritable bataille de l'OS, de l'operating system, qui va justement permettre d'opérer dans ces voitures déjà très connectés, futurement autonomes. Ça veut dire encore une fois qu'en matière de métier cyber, je vous regarde tous les trois en même temps, là, je ne sais plus où vous êtes dans la tête, ça veut dire que concrètement, on peut s'inspirer de tous les autres secteurs pour faire de la cyber, Mathis. Oui, on peut... La cybersécurité, finalement, c'est un domaine qui est extrêmement transverse. Rien qu'en fait, on le voit sur les talents qui sont recrutés aujourd'hui, comme il y a très peu de formation cyber, et qu'on a un besoin énorme de talent, on va aller piocher un petit peu partout, notamment chez des informaticiens qui ont des parcours plus classiques, on va aller les reformer derrière, des administrateurs système notamment, mais on a par exemple des personnes qui passent d'un profil de support, donc vraiment support technique téléphonique par exemple sur certains produits, qui vont pouvoir se faire un transfert vers ce domaine-là, parce que finalement, la cyber, ça englobe énormément de disciplines, et du coup, c'est pas juste un métier qui s'apprend d'une certaine manière. Yann, on citait tout à l'heure les grandes corporates, les grands groupes qui rejoignent Campus Cyber, notamment des acteurs de la mobilité. Et on a vu récemment l'arrivée de Luc Julia, un des pères de la voix sur intelligence artificielle, l'inventeur de Siri, rejoindre aussi un grand groupe automobile français et international désormais. Tout, évidemment, est interconnecté, sans mauvais jeu de mots. Oui, et on a vraiment besoin... le sujet de la mobilité va être un sujet hyper important au niveau du campus. On aura à la fois des constructeurs automobiles, des communautés que Gaël représente de façon parfaite, et qui vont devoir, avec des acteurs de la recherche, travailler ensemble. Les enjeux sont considérables, on l'a vu tout à l'heure, en termes de vie humaine, en termes de montants économiques. On a besoin de travailler ensemble, de fédérer toute cette diversité d'acteurs pour être en confiance et pouvoir utiliser ces outils numériques en confiance. Faire face à l'imprévisible, ça pourrait être la doctrine des experts de la cybersécurité. Continuons à en parler tout de suite. Et aujourd'hui, vous l'avez donc compris, on vous emmène dans l'univers de la cybersécurité, un univers d'ailleurs qui est fait de cybermenaces, de mafias en ligne, d'armées de hackers qui jouent avec l'honneur très souvent, les données et la réputation d'individus, d'entreprises ou d'institutions, une cybercriminalité protéiforme dont le coût mondial est estimé à 6 000 milliards de dollars rien que pour 2021. Si le cyberrisque était un pays, il représenterait la 3e économie mondiale. On a donc compris le cybercrime paie, messieurs, mais qui exactement, Yann ? Il y a plein de... Là aussi, les attaquants, il y a beaucoup de typologies d'attaquants différents. Donc, il y a des attaquants étatiques qui vont avoir
qui vont avoir des modes opératoires plus dans le domaine de l'espionnage, du sabotage qui va être très long. Et puis d'un autre côté, on a des cybercriminels qui sont là pour se faire énormément d'argent et c'est juste assez incroyable. On voit des histoires à certains moments où un groupe d'attaquants rançonne, se fait de l'argent. Hein. L'ANSSI a indiqué une multiplication par 4 des rançons ransomware entre 2019 et 2020. Un rançongiciel en bon français. Voilà. Et certains groupes d'attaquants, au bout de quelques dizaines de millions de gains, communiquent, envoient un communiqué de presse en indiquant c'est bon, on arrête, on a gagné suffisamment d'argent. Voilà, parce qu'ils commencent à avoir un peu peur que, je sais pas, le FBI ou d'autres acteurs s'en occupent. Donc voilà, on a besoin, là aussi, d'inverser le rapport de force. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler ensemble pour être plus fort face à ces attaquants. FBI qui a d'ailleurs, le patron d'ailleurs du FBI qui en juin dernier allait jusqu'à comparer ces fameuses attaques par rançongiciel où on vous demande justement de donner de l'argent en contrepartie de l'arrêt d'une attaque ou d'une menace sur votre système de sécurité. Il comparait donc ces rançongiciels aux attaques du 11 septembre. On en est là, Mathis et Gaël. La cybersécurité, les cybermenaces aujourd'hui, c'est équivalent à du terrorisme de masse? Alors, je ne sais pas si je qualifierais ça de terrorisme parce qu'il y a quand même moins de vies humaines en jeu généralement, même si ça peut arriver, notamment des attaques sur les hôpitaux. Mais l'impact aussi que peut avoir la cybersécurité, c'est qu'en fait, tout Internet, c'est un énorme réseau connexe où il y a énormément d'appareils qui sont branchés dessus, etc. Donc, en une attaque, on peut affecter facilement en quelques minutes des milliers, des centaines de milliers d'appareils et de personnes qui vont aller derrière. Donc l'échelle de ces attaques va être grandement amplifiée du fait que Internet est un réseau où tout le monde et tout est connecté maintenant. Gaël. Sur le rôle aujourd'hui des États ou des constructeurs, la responsabilité aussi, hein, quand on fabrique un objet qui sort de l'usine, je vais être un peu plus prudent sur la qualification de terrorisme. Là, pour travailler sur des véhicules, ce sont des voitures, ce sont des navires, ce sont des avions. Et aujourd'hui, pour venir reboucler sur le 11 septembre, porter atteinte aujourd'hui à un système de transport, quel qu'il soit, aujourd'hui, met en danger des vies humaines. Et donc, il est important que l'on ait évidemment des réflexes, qu'on ait des sondes, qu'on ait des personnes de terrain, des services de renseignement efficaces, des personnes qui comprennent en fait les enjeux de ces menaces, qui fassent de la pédagogie. Le facteur humain est très important. On parle d'un métier très technique, mais qui est quand même très humain, puisqu'il a un impact évidemment sur les sociétés. Et donc oui, je pense qu'il faut reconnaître ce caractère un peu spécial en fait de ces menaces. Tous les véhicules sur lesquels je travaille aujourd'hui sont relayés directement au constructeur. Donc ce qui paraissait être de la science-fiction dans Fast and Furious il y a 3, 4, 5 ans, dans Die Hard, devient une réalité quand on peut imaginer un vol massif de données ou la prise de contrôle massif de plusieurs machines ou de centaines de machines qui roulent, qui volent et qui naviguent. Est-ce que ça veut dire qu'en matière de cyber, les États là aussi passent à l'offensive? Est-ce qu'ils ont pris réellement la mesure aussi de l'ampleur de la menace? On attend une loi très importante au niveau européen sur la résilience en matière de cybersécurité. Elle devrait arriver dans le courant de cette année 2022. La meilleure défense, c'est l'attaque? Yann? Je ne sais pas, je pense que les deux sont importants, mais effectivement, en tout cas, ce qu'on voit au niveau français, c'est qu'il y a une prise de conscience assez importante. Il y a un an, le président de la République a annoncé plus de 1 milliard d'investissements dans le domaine de la cybersécurité, à la fois sur des enjeux de recherche, des enjeux d'éducation, des enjeux d'innovation. Donc il y a cette prise de conscience. Au niveau européen, on travaille ensemble, on essaye de, là aussi, partager des informations, ce qu'on appelle des bases de renseignement cyber, un peu comme sur des... comme dans des affaires de crime, en fait, les hackers peuvent laisser des traces. On essaie de récupérer ces traces ADN numériques et de les partager avec les bons acteurs pour améliorer la détection et la réponse. Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, oui, au niveau politique de plus en plus importante et au niveau européen aussi. Et on voit bien au niveau international les déclarations récentes de Joe Biden
sur le sujet qui montre que c'est vraiment un sujet extrêmement important. Ça veut dire que quoi? On ne peut pas rester à l'échelle d'une nation, d'un pays en matière de cyberdéfense. Il faut tout de suite penser à l'échelon européen, international, à de la coopération aussi, Mathis? Oui, la coopération, c'est quelque chose qui est très important et c'est un peu dans cet esprit-là qu'a été fondée l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, où c'est un agent central. Alors, ici au niveau national, même s'il y a des analogues au niveau européen notamment. Avec l'ENISA ? Tout à fait. Qui fédère du coup ces entreprises-là et leur permet en fait de pas rester dans leur coin pour se protéger. Au niveau mondial, c'est un petit peu la même parce que finalement, les groupes de ransomware dont on parlait tout à l'heure, les États et tout ça, vont pas juste se cantonner à une seule cible. Les attaques vont être généralement répétées, les failles utilisées pour rentrer vont être aussi réutilisées. Donc le fait de se regrouper, c'est la meilleure manière de construire un mur qui est plus sécurisé que simplement chacun dans son coin. Gaël, il n'y a pas de ligne Maginot en matière de cybersécurité? Pas vraiment. D'ailleurs, il y a des dispositifs qui existent, hein, les CERT, dans les centres en fait, qui vont se partager un certain nombre d'informations en matière de failles, de sécurité, avant qu'elles soient rendues publiques, les opérateurs, les développeurs aient le temps de corriger les failles sur les différents sous-systèmes. Je vais faire une analogie, celle sur le réseau électrique. On voit bien qu'une centrale nucléaire, un pays dont la production électrique est défaillante, peut entraîner une chute au niveau européen de l'ensemble du système électrique. Pour la cyber, c'est pareil, et je vais pousser plus loin l'analogie. Notre point faible aujourd'hui sur la cyber, ce sont les réseaux électriques. Parce que sans électricité, pas de cyber. Donc on peut penser à des attaques très complexes, mais il faut aussi parer les plus simples qui consistent à couper le courant. C'est d'ailleurs ce que je fais souvent, en état de catastrophe naturelle. Je ferai plus attention. On coupe le courant. Non, ce plateau, si la lumière est éteinte, je me dirais, tiens, Gaël Musquet est peut-être passé en plateau avant. On voit comment les gens se comportent. Et on voit que ces réseaux électriques, une fois qu'ils sont tombés, des réseaux de communication, au bout de quelques dizaines de minutes, quelques heures, tombent aussi. Meilleur exemple pour moi, c'est le cyberfénois à Tahiti, l'île qui est coupée du monde, fibre optique coupée, énergie coupée. Comment on fait à 15, 20 000 km de l'Hexagone? La France est un archipel avec tous ses territoires d'outre-mer. On est l'un des rares, ce n'est l'un des seuls pays à pouvoir justement expérimenter, grâce au territoire d'outre-mer, ces différentes ruptures de communication et d'énergie. Et là encore, je vais prêcher un peu pour mobile, le radioamateurisme. On se rend compte aussi à quel point, quand ces réseaux télécommunications tombent, à quel point on a besoin de mettre à jour ce qu'on appelle nos DICRIM, nos documents d'information communaux des risques majeurs, en y injectant à nouveau le risque cyber, en plus des risques naturels et technologiques qui peuvent impacter une ville, un département, une région. Et les circuits d'énergie, je rappelle que c'est en effet ce qu'on appelle une infrastructure vitale, cruciale, dénommée ainsi par l'ANSSI. C'était notamment l'objet d'une grande théorie développée par Richard Clark, qui a été tsar de la cybersécurité pour l'administration Bush notamment, et qui mettait en garde l'administration Obama au tout début des années 2010 contre le fait qu'en effet, un réseau de pirates pourrait très bien se dire « Ok, je prends ce réseau d'énergie comme un interrupteur, j'appuie sur le bouton, je l'enlève, je me remets le son et je l'enlève aussi », pour pouvoir justement jouer avec les nerfs et avec la capacité de résilience de ces États-là. Si je reviens à notre niveau, à nous, ça veut dire quoi pour nous, utilisateurs et utilisatrices du numérique au quotidien? Plus on est connecté, plus on est piratable. Pour vivre heureux, il faut vivre déconnecté, Yann? Il y a quelques gestes d'hygiène en fait, numérique à savoir qui sont extrêmement simples. Déjà, prendre l'habitude de mettre à jour ses différents appareils. Son téléphone, demain sa voiture, son frigo. Voilà. On a aussi une autre chose à faire de façon très régulière, c'est de faire des backups. Puisque s'il y a un système qui est bloqué, c'est bien de pouvoir avoir une sauvegarde. C'est ce qu'il y a de plus simple. Et puis enfin, essayer de séparer un peu les informations. Effectivement, si on a des informations un peu confidentielles, mieux vaut pas les envoyer sur tel ou tel système de mail public. Et voilà, donc bien séparer les informations. Je pense que voilà, c'est ce type de choses, de gestes d'hygiène numérique qu'il faut répandre au niveau le plus large possible. Les mots de passe ou phrases de passe qu'il faudra peut-être rajouter aussi, segmenter en fonction de la criticité de ce qu'on a comme compte, augmenter la complexité des mots de passe, on va rajouter des phrases de passe pour imaginer quelque chose de plus long. On oublie le 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, les dates de naissance, les prénoms. Il y a des dictionnaires de mots de passe, il faut avoir ça en tête. Toutes les dates sont possibles assez vite pour une machine aujourd'hui.
important d'avoir une notion aussi de conception, en tout cas d'imaginer, de faire fonctionner son imaginaire pour pouvoir avoir des bonnes phrases de passe sur les différents systèmes qu'on utilise. Donc on ne va pas se réfugier dans une Batcave, quoique je pense que la Batcave était plus connectée encore que certaines grottes, mais on essaie d'adopter du bon sens, Mathis, en matière d'objets connectés. Tout à fait. En matière d'objets connectés, c'est ça, de même ce qu'on fait sur le numérique, il y a les bons réflexes à avoir, à garder. Une fois qu'on fait ça, on n'est jamais 100% sécurisé. Aucun système n'est inattaquable. Aussi sécurisé qu'on le conçoive, il y aura toujours des failles. Après, va y avoir un équilibre de à quel point pour l'attaquant ça va être embêtant à exploiter et du coup on va décourager l'attaquant. Et c'est un petit peu ça qu'il faut essayer de mettre en place. Il ne faut pas se dire je vais être paranoïaque, faire 100% des choses, générer des phrases de passe qui font des milliers de caractères et qui me prennent un quart d'heure à taper à chaque fois. Non, il faut rester raisonnable, continuer à vivre bien, mais en gardant ces règles un petit peu d'hygiène, de numérique et de cybersécurité. Alors si je suis écolier, collégien ou lycéenne et que j'ai envie d'entrer dans les professions dans le secteur de la cybersécurité, je fais comment? Je suis Mathis sur Twitter, dans ses aventures sur Twitch et dans tous ses hacks pour le bien. Je vais assister aux ateliers de Gaël sur la base de Vernon, si j'ai la chance de pouvoir en faire partie. Yann, vous nous accueillez sur le campus cyber quand on veut? Oui, on va essayer de lancer différentes opérations auprès des collégiens et lycéens, justement pour créer des vocations avec des challenges. On a plein d'idées avec la plateforme Pix notamment, qui est utilisée par les collégiens et lycéens pour favoriser des stages, par exemple d'observation en 3e, auprès des différents membres du campus. On va essayer de lancer avec des associations aussi, je pense à Yes We Code, des opérations pour éveiller la curiosité des jeunes, pour bidouiller et pour essayer de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces systèmes numériques et en comprendre les limites. Voilà. Bidouiller, c'est le meilleur conseil que vous donneriez tous les deux à ceux et celles qui veulent se lancer dans la cyber? Oui, bien sûr, en cas de crise, le meilleur système et la meilleure réponse, c'est celle qu'on utilise tous les jours. Et donc, il faut aussi bien donner à ses enfants le goût du jeu, le goût de la curiosité, c'est très important. Les temps sont un peu compliqués pour eux en ce moment. On ne peut pas rajouter ce risque cyber comme une raison de s'inquiéter, mais plutôt comme une solution, comme une partie de la solution des enjeux qui les attendent. Et c'est très important qu'on arrive comme ça, comme le disaient Yann et Mathis, d'accrocher en fait ces enjeux cyber à des choses qu'ils maîtrisent au quotidien ou des choses qui les font rêver. Et puis aussi peut-être de la méthodologie, penser comme un hacker, ça aide à penser le monde. Vous avez 4 phrases? Non. Oui. En fait, vous avez à peu près 10 secondes. Oui, mais pour rebondir un peu vraiment là-dessus, j'ai eu pas mal d'enfants qui étaient un peu en stress, qui ont des éco-anxiétés, qui ont des phobies scolaires en ce moment avec le coronavirus. Et le hacking pour eux, au-delà de l'imaginaire, moi je l'ai raccroché à l'astronomie, à l'astrophysique, ce qui permet à ces enfants de se projeter, de rêver et de penser à autre chose, et sans s'en rendre compte, d'apprendre à se protéger, à faire les choses, mais en jouant, en parlant d'autres sujets moins complexes qui les aideront à maîtriser d'autres. Et peut-être qu'on peut dire en fait qu'il faut arrêter de croire qu'il y a un déterminisme technologique. Ouais. En fait, on est maître de cette transformation numérique. Ça va dépendre des choix qu'on va faire. Et donc c'est un sujet en fait éminemment politique derrière cette transformation numérique. Et on a besoin de plein de compétences différentes pour faire en sorte que notre monde soit un progrès pour l'humain et tous les gens qui sont sur la planète. Dernier conseil avec vous, Mathis. Restez curieux. Voilà, bidouiller, faire des choses par soi-même, c'est la meilleure manière d'apprendre, et notamment en cybersécurité où c'est vraiment super important de découvrir en s'amusant et en se disant je sais faire ça, et voilà, c'est rester curieux. Bidouiller, c'est apprendre. On termine sur ces mots. Merci infiniment Mathis Hamel, parrain de Guardia Cyber Security School, d'avoir été avec nous. Merci comme toujours à Gaël Musquet pour ses idées derrière la tech. Merci à vous Yann Bonnet pour Campus Cyber qui vient donc d'ouvrir, ça y est, à côté de Paris, à La Défense. Et merci à vous évidemment de nous avoir suivis. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag l'école du futur et on se dit à très vite en plateau.